Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 29 septembre 2024. Samedi 23 septembre 2023, l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande à Semkrake dans la commune de Semepodji a fait 36 morts et 23 victimes de brûlures graves. Énième dégâts face auxquels le gouvernement a enfin décidé de prendre ses responsabilités. Après le diagnostic posé, une thérapie a été proposée. Il n'est plus question de lutter contre le commerce illicite, mais plutôt de le réorganiser. C'est ainsi que le projet d'implantation de mini-stations est lancé pour remplacer les étalages donc au bord des rues un an après. Que devient ce projet? Il nous le dira. Henri Assogba est le président de l'association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formels. Le monde entier a célébré hier samedi la journée internationale de l'avortement sécurisé. L'avortement à risque étant un problème de santé publique catastrophique qui représente jusqu'à 13% de la mortalité maternelle dans le monde, soit environ 47 000 décès, avec des centaines de milliers de survivantes avec des complications à long terme, notamment l'infertilité et la douleur chronique. Mais le Bénin a posé un pas de géant il y a quelques années en renforçant son arsenal juridique. Qu'est-ce que cela a pu changer concrètement? Pourquoi certaines femmes et certaines filles continuent-elles de faire recours aux pratiques dangereuses d'interruption volontaire de grossesse? Le docteur Olivia Ahwanga nous le dira, elle est médecin. Le grand format, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale. Gabin Goubi assure l'exercice ce dimanche. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Vous suivrez ces analyses juste après la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kanyi. Asiongbo, mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches quand il sonne 13 h au Bénin pour vous informer. Si vous êtes prêts, eh bien le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, députés et cadres de l'Assemblée nationale s'imprègnent des réalisations de l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre du programme Cash Écart et bien d'autres interventions de l'organisation internationale. À cet effet, ils ont séjourné dans le département de l'Atakora et de la Donga. On en parle dans un instant. On parlera également de la deuxième session ordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, rencontre au cours de laquelle les élus consulaires ont procédé à l'examen et à l'adoption du projet de budget exercice 2025. Images et reportages à suivre également les précisions sur la série d'expositions Big Where You Stand qui est à Cotonou pour cette première étape. Ce sont les ateliers Kofi qui abritent le vernissage. Artistes et amoureux de l'art ont marqué leur présence à ce rendez-vous de découverte et de créativité. Direction Nati Tengo, c'était le point de chute de la tournée d'une délégation de députés et de cadres donc de l'Assemblée nationale qui était dans les départements de l'Atakora et de la Donga. C'est une mission de contrôle parlementaire qui vise à constater les activités du programme Cash plus Car et celles des autres réalisations de l'UNICEF dans le Nord Bénin. À la fin, une conférence de presse a été organisée pour faire le point. Reportage. Face à ces professionnels des médias dans cette salle de conférence de l'hôtel Tata Somba à Nati Tengo, une délégation de députés et de cadres parlementaires puis de l'UNICEF. L'exercice consiste à partager avec ces hommes des médias le constat qui se dégage après leur descente sur le terrain où ils ont pu toucher du doigt l'impact des différentes activités du programme Cash plus Car et celle des autres interventions de l'UNICEF dans les départements de l'Atakora et de la Donga. On a un taux d'achèvement, notamment au secondaire. Malheureusement, le nombre d'enfants augmente puisqu'on a 42% de filles et 54% de garçons qui sont même pas au secondaire, qui représentent aussi, qui sont partis de ces 2 millions d'enfants en dehors de l'école. On se rend compte qu'à ce jour, en fait, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de la scolarisation, notamment de la scolarisation des filles. Sur le terrain, les représentants du peuple ont pu constater avec satisfaction que les différentes interventions de l'UNICEF ont impacté positivement les populations à la base. Le constat est bien fort heureux de constater que les parents étaient vraiment satisfaits, surtout de Cash plus Care, ce transfert que les parents reçoivent chaque 4 mois à hauteur de 16 350 francs. Et nous apprécions à sa juste valeur ce que fait l'UNICEF dans les 4 départements du Nord
En ce qui concerne le maintien des filles à l'école, le transfert monétaire, les salles numériques, tous ces programmes ont impacté positivement l'école et le maintien de la fille à l'école. Malgré ces motifs de satisfaction, les doléances ne manquent pas. Nous avons eu des doléances des communautés à la base et à l'endroit des députés que nous sommes et à l'endroit des partenaires également sociaux, tels que des centres de santé. Nous avons eu plusieurs autres doléances et que dès que nous allons faire notre rapport au président de l'Assemblée nationale, à nos collègues, que nous prendrons en compte et lors de nos rencontres de travail budgétaire avec le gouvernement. Les propos des conférenciers sont loin de combler les attentes des journalistes qui vont tout de même relever quelques zones d'ombre relatives à la non prise en compte de certaines couches sociales dans les différentes interventions de l'UNICEF. Il s'agit notamment des enfants issus des communautés nomades et les enfants talibés. À toutes ces préoccupations, des réponses convaincantes ont été apportées par les députés ainsi que les cadres de l'UNICEF. On en vient maintenant à cette grosse actualité du moment, la tentative de coup d'État au Bénin, comme on en avait déjà connu. Les réactions des anciens des acteurs politiques s'enchaînent pour condamner le projet avorté et soutenir la présumée victime. Le chef de l'État Patrice Talon, les députés de la 8e législature, anciens députés donc, ont donné de la voix. Ils ont animé un point de presse vendredi dernier pour réitérer leur engagement au maintien de l'État de droit au Bénin. Voici la substance de leur déclaration. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la bienveillance de Dieu et des mânes de nos ancêtres, ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial Près-la-Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Notre pays a fait des pas dans le renforcement de ces institutions et l'instauration de l'état de droit sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin, porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Une démarche qui s'inscrit fermement dans la droite ligne de nos partis respectifs, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, qui ont promptement réagi contre cette insoutenable tentative de déstabilisation. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Vive la démocratie, vive le Bénin. Merci.
Autre sujet à présent, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin étaient en session extraordinaire vendredi dernier. C'est la toute première au titre de l'année en cours des assises consacrées à l'étude des dossiers relatifs au bon fonctionnement et au développement de la CCI Bénin. Le compte rendu est signé Florence Bossa. Les élus de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin sont en session extraordinaire. Ils échangent principalement sur la création d'une société détenue à 100% par la CCI Bénin pour générer les ressources supplémentaires tout en remplissant des fonctions des services aux entreprises. Au titre des fonctions support, figure le fonds d'appui catalytique et de solidarité que nous devons doter d'un statut juridique pour être une société d'investissement. Cette société, détenue à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aura pour attribution de faire toutes les diligences nécessaires en amont pour capaciter les entreprises éligibles à un financement aux fins de permettre à la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin d'être confortable pour jouer son rôle de fiduciaire. Le mandat de ces élus consulaires prend fin en 2025. Pendant cette mandature, les travaux se sont déroulés dans un esprit de co-construction selon le président de l'institution. À cette session extraordinaire, les élus consulaires ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats à la prochaine mandature. Pour être élu consulaire, il faut d'abord savoir que c'est de l'engagement. On ne peut pas être élu consulaire si on n'est pas engagé à la cause de l'entrepreneuriat. C'est du bénévolat également, parce que nous sommes élus consulaires pour impacter, mener des actions dans la vision, dans les orientations données par le gouvernement pour impacter le secteur privé. Actuellement, les entreprises béninoises sont certifiées. Les produits locaux sont certifiés également. Nous n'avions pas cette culture de la certification de nos entreprises aux normes ISO. Ce qui a été effectif. J'avoue que l'initiative que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a pris pour faire des réformes au niveau de notre Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin a donné plus d'éclaircissement, plus de visibilité à notre pays et à tous les opérateurs économiques que nous sommes. La mise en œuvre du patrimoine immobilier de la Chambre par la construction du centre d'affaires sur les domaines de l'institution est également l'un des sujets en débat à cette session. Toujours à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les élus consulaires ont tenu dans la même journée du vendredi dernier la deuxième session ordinaire de l'institution. Principal point à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2025 au profit de cette mandature qui prend fin dans quelques mois. On va retrouver Florence Bossa. C'est la deuxième et la dernière session ordinaire de cette mandature des élus consulaires de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Les réflexions s'articulent essentiellement autour du bilan des actions menées et les orientations en lien avec les enjeux et les défis de l'institution. Je voudrais nous remercier pour notre rigueur dans la tenue à bonne date de nos sessions conformément aux dispositions statutaires régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre ministre de tutelle qui n'a cessé d'être à nos côtés. Ce soutien sans faille a contribué à conférer à nos initiatives un impact significatif, non seulement pour le développement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, mais également pour l'épanouissement de la communauté des affaires dans notre pays. Le représentant du ministre du Commerce et d'Industrie du Bénin a salué les performances de ses élus consulaires, notamment sur le guichet unique de formalisation des entreprises identifiées grâce aux résultats de ces 3 dernières années. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a su jouer un rôle crucial dans l'amélioration du climat des affaires, tout en se positionnant comme un interlocuteur stratégique pour le gouvernement. Cette session
est également l'occasion pour chacun d'entre nous de mesurer les progrès accomplis depuis 2020. Je suis heureux de constater que la Chambre a su relever avec succès les défis liés à la compétitivité des entreprises, à la digitalisation des services, à la promotion du Made in Benin, 3 piliers fondamentaux de notre stratégie de développement économique. La mandature actuelle de ces élus a débuté en 2020 et prendra fin l'année prochaine. Dans la suite de cette édition, 150 apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou, désormais mieux informés sur les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. Ceci grâce à une séance d'orientation qui a eu lieu au sein de l'établissement vendredi dernier. Une séance conjointement organisée par le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines et celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'initiative vise, entre autres, à démystifier les préjugés sur ces deux secteurs d'activité longtemps considérés comme réservés aux hommes. Reportage. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEGE Hubert Maga sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative conjointe du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines et du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en partenariat avec la GIZ. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. C'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture offre aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes ainsi que des opportunités d'entrepreneuriat. Ceci en partie grâce aux investissements conséquents de l'État qui ont permis une nouvelle dynamique dans ces deux secteurs. Parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture? Nous comprenons aujourd'hui que pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes. Que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. Dans la stratégie nationale de l'éducation, l'enseignement technique est placé au sommet de l'enseignement pour qu'il y ait 70% désormais de formés dans les établissements techniques pour 30% des formés dans l'enseignement général. La cible constituée des apprenants de toutes les classes se réjouit de cette séance de sensibilisation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert, et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles, quoi. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Cap sera ensuite mis sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, on parle de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières. Au cœur de cette rencontre, les opportunités qu'offrent les espaces frontaliers du Bénin aux différentes communes riveraines. Une session de 2 jours dont les travaux se sont déroulés à Grand Popo. Explication, Nassi Aloissé. Il y a 10 ans, l'association béninoise des communes frontalières poussait son premier cri ici, dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Aujourd'hui, les membres de ce creuset se retrouvent sur les mêmes lieux pour évaluer le chemin parcouru. La BCF n'est pas simplement une association parmi tant d'autres. Elle est
le reflet de nos espoirs communs, de notre volonté collective de construire des communes frontalières prospères, sécurisées et inclusives. Nous investissons dans l'avenir de nos enfants et dans la pérennité de nos valeurs communes. Des valeurs prônées par l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers et qui se résument à la promotion des actions qui concourent au mieux-être des populations riveraines. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans ces espaces, il y a lieu de faire en sorte que les populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et de remarquer également la présence et l'utilité de l'État dans ces espaces. C'est pourquoi nous allons nous atteler à poursuivre tout ce qui était déjà fait pour redynamiser et poursuivre vraiment dans cette même dynamique et apporter beaucoup à ces populations qui vivent avec un sentiment de regain d'intérêt puisque les priorités nationales ont considéré les frontières comme priorité nationale avec son inscription dans les documents de stratégie. Des dispositions prises dans un contexte où l'extrémisme violent gagne du terrain avec son cortège de victimes, surtout dans les zones frontalières du pays. Et les défis ne sont pas insurmontables. Nous allons donc faire preuve de détermination et surtout d'abnégation de volonté en vue donc de voir nos communes frontalières prospères, sécurisées et inclusives. Du coup, pendant 48 heures, les maires élus à la tête des 36 communes frontalières du Bénin font réfléchir sur la place accordée à la promotion de leur juridiction administrative dans les documents de planification locale. Nous ne ménagerons aucun effort quant à la prise en compte des préoccupations des communes frontalières et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il sera aussi question de la présentation du mécanisme de suivi et évaluation de la BGF, tout comme des projets de recherche action sur frontières et migration. Cette session intervient 3 ans après le renouvellement des membres du Bureau exécutif national de l'ABCF et les recommandations qui y seront issues seront soumises à l'État central. À 3, on commence. Et avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que la série d'expositions Dig Where You Stand était déjà à Cotonou depuis vendredi dernier pour cette première étape. Comme je le disais en titre, ce sont les ateliers Kofi qui abritent le vernissage. Artistes et autres amoureux de l'art ont marqué leur présence à ce rendez-vous de découverte et de créativité. On va découvrir les différentes œuvres avec Hugues Vignibé. Voici les premières œuvres de la série d'expositions itinérantes Dig Where You Stand, représentant en majorité la femme noire dans une variété de postures et sous diverses coutures. Cette exposition porte la griffe de Zanele Moli, une activiste visuelle, praticienne d'art sud-africaine qui défend les valeurs de l'identité queer à travers des images positives. Elle parle de comment l'acceptance de l'identité LGBTQ+ est une pratique, ce qu'on a en Afrique depuis longtemps, que c'est avant le colonialisme qu'on avait accepté toutes les identités queer aussi en Afrique. Sortis nombreux pour découvrir les œuvres exposées ici, professionnels et amateurs de l'art saluent la créativité de l'artiste. Mais c'est tout simplement formidable de voir que les gens peuvent exprimer, comme on appelle, leurs sentiments à travers les couleurs sur un tableau. Pour moi, c'est tout simplement formidable. Là, j'ai vu beaucoup de tableaux qui expriment beaucoup de valeurs africaines et tout. Et franchement, je suis beaucoup plus impressionné par ce tableau qui dit beaucoup. J'avoue que c'est très émouvant, c'est très beau, c'est vivant, ça parle beaucoup. Et franchement, en tant que femme, je suis très émue. Je suis fière de ce que je vois en fait. Je suis peintre aussi, je suis chanteuse reggae. Et quand je vois l'œuvre des autres comme ça qui me touche, franchement, vous comprenez que ça inspire aussi beaucoup. Et en même temps, ça donne le courage de foncer. Dig Where You Stand est une initiative offrant un changement radical dans l'engagement avec le capital dans le monde de l'art
et l'économie plus large du continent africain en se concentrant sur des thèmes tels que la décolonisation, la restitution et le rapatriement. Après l'étape de Cotonou, l'exposition débarque à Ouidah avant de retrouver la capitale économique du Bénin pour l'acte final. Ça a été la très pleine guerre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. Restez avec nous. Cette émission va se poursuivre. Nous entamons ainsi la deuxième partie de notre rendez-vous. Dans un instant, nous allons parler de l'avortement sécurisé avec le docteur Olivia Ahwanga qui va s'installer dans un instant. Mais avant, on va suivre Actu sur le net. C'est une réalisation de Florence Boussa. On démarre avec les arrestations de personnalités qui défraient l'actualité. L'ancien ministre béninois des Sports, Oswald Omeki, l'homme d'affaires Olivier Bokor et le chef de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré ont été interpellés dans la nuit du lundi 23 au petit matin du mardi 24 septembre 2024. Selon Maître Ayodele Aounou, porte-parole des avocats, Olivier Bokor se rendait sur invitation au domicile du président de la République aux environs de 23h47 quand il a été intercepté par des individus armés non identifiés et conduit vers une destination inconnue. L'ancien ministre Oswald Omeki, à qui on reproche des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, a été arrêté à son domicile en compagnie du chef de la garde républicaine, Dieudonné Tévo-Edré, et conduit à la brigade criminelle d'Agblongandan. Des numéraires ont été saisis après la perquisition au domicile de l'ancien ministre Oswald Omeki. Ce mercredi 25 septembre, Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a tenu un point de presse pour faire la lumière sur l'affaire impliquant l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor et proche du président de la République. Lors de cette sortie, le procureur a présenté des éléments clés de l'enquête. Selon le procureur, les événements ont commencé dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024 lorsque Omeki a été appréhendé alors qu'il tentait de transférer 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. D'après Mario Metonou, les premières investigations indiquent que Omeki aurait cherché à corrompre le commandant pour orchestrer un coup d'État prévu pour le 27 septembre 2024. Il a été révélé qu'un compte bancaire avait été ouvert le 6 août à la NCA Bank de Côte d'Ivoire au profit du commandant avec un solde initial de 105 millions de francs CFA. Pour renforcer leur influence sur le commandant, Omeki et Bokor auraient remis une somme totale de 1,5 milliard de francs CFA en espèces, décomposés en 129 lots de 100 millions et 42 lots de 5 millions. Ce montant, mobilisé par Olivier Bokor, a été chargé dans un véhicule de type 4x4 Toyota Prado appartenant à Omeki et muni de fausses plaques d'immatriculation. C'est lors de la remise de ce véhicule et de la somme d'argent que les autorités ont procédé à l'interpellation d'Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine, suivi peu après l'arrestation d'Olivier Bokor. Mario Metonou a conclu en affirmant que l'enquête se poursuivait pour identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Il a promis de revenir avec plus d'informations sur l'évolution de cette procédure. Cette arrestation suscite beaucoup d'interrogations dans le rang des internautes qui n'ont pas manqué de réagir. Nous attendons la suite pour être bien au parfum des choses. Merci, monsieur le procureur de la République. Faisons confiance aux tests de la République et laissons la justice faire son travail. C'est du buzz pour donner de la visibilité politique à Olivier Bokor comme l'a fait Yahi à Talon, commente un internaute. L'instabilité politique que les ennemis planifient contre le Bénin ne va jamais aboutir. Le président qui est démocratiquement élu doit aller jusqu'au bout de son mandat, avance un autre Facebooker. Talon ne dort pas, on dirait, hein? Il est toujours en éveil à 2h du matin pour ordonner l'arrestation. Loin de là, le commandant de la garde républicaine faisait quoi dans le domicile de quelqu'un qui a démissionné sous le régime en place où lui, il est commandant à 2h du matin? S'interroge celui-ci. Ces divergences au sommet de l'État ont probablement trait à la guerre de sécession qui agite le Bénin. Bokor semble ne plus cacher son envie de succéder à Talon qui s'y est fermement opposé et l'a enjoint de cesser d'afficher leur ambition ou d'intriguer autour de sa succession, peut-on aussi lire sur la page d'un média.
L'actualité sur le net, c'est également la séance plénière de ce lundi 23 septembre qui a permis aux députés de la 9e législature de désigner leurs représentants au sein du Conseil économique et social CES, aussi bien au plan national que départemental. Au niveau départemental, l'Assemblée nationale, tenant compte de sa configuration politique, a désigné 4 représentants par département, soit au total 48 personnalités et 3 autres personnalités au niveau national, soit au total 50 et un représentant pour l'Assemblée nationale. Les internautes ont massivement déploré le fait que ce soit uniquement les anciens députés qui ont été choisis. Il n'est pas temps de faire aussi la promotion des jeunes, pas toujours les mêmes personnes, les mêmes hommes et femmes depuis toujours, qu'ils soient mouvanciers ou opposants. Toujours les mêmes personnes, c'est pas normal. Dans la suite de l'actualité sur le net, un accident de la route s'est produit à Djougou. Un bus de transport en commun en provenance de Cotonou est entré en collision avec un camion stationné dans le même sens de circulation. 2 agents de la compagnie de transport ont malheureusement perdu la vie sur le coup. Plusieurs autres passagers ont été grièvement blessés et ont été évacués d'urgence au centre hospitalier départemental de Djougou pour y recevoir les soins nécessaires. Les internautes s'inquiètent et s'interrogent sur ces cas d'accidents répétés. Pourquoi ces genres de drames presque chaque week-end depuis un bon moment? Tout le monde sait que prendre un bus est dangereux. Il faut que les conducteurs et les agents de sécurité fassent bien leur travail. Faites une affiche à coller contre le mur en guise de sensibilisation contre les accidents de la route. Et voilà donc retour sur le plateau du grand format pour la suite de cette aventure. Je vous le disais, l'avortement est un droit indispensable à la santé des femmes, à leur émancipation, à leur scolarisation, à leur accès au travail et donc à leur autonomie financière. Pourtant, en dépit de leurs engagements internationaux et de multiples recommandations de l'Organisation des Nations Unies, de nombreux pays continuent à interdire ou à restreindre l'accès à l'avortement. Hier, samedi, le monde a célébré la journée internationale de l'avortement sécurisé au Bénin. L'avortement clandestin est toujours pratiqué. Pourtant, le gouvernement a fait un gros effort en la matière. Comment peut-on expliquer cela? Elle est là pour nous en parler. Docteur Olivia Ahwanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Depuis octobre 2021, le Bénin a renforcé son cadre juridique donc en matière de santé sexuelle et reproductive, lequel prend en compte l'interruption volontaire de grossesse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette loi, surtout à ce sujet? Merci, monsieur le journaliste. Alors, avant de répondre à cette question, il me plaît de préciser le contexte. Il y a 3 ans, le Bénin a effectué un élan en matière de justice reproductive à travers l'adoption d'une nouvelle loi, la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, qui vient compléter une autre loi qui existait et qui portait sur les droits sexuels et reproductifs des femmes en République du Bénin et qui précisait les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse était autorisée et légale en République du Bénin. Que nous disait l'ancienne loi? L'ancienne loi nous disait que l'interruption volontaire de grossesse est légale en République du Bénin lorsque la grossesse de la femme met en danger sa santé ou sa vie, lorsque cette grossesse est issue d'un inceste ou d'un viol, ou lorsque le fœtus présente des malformations incompatibles avec la vie. Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle loi vient apporter? La nouvelle loi nous dit qu'en plus des conditions que nous venons de citer, l'interruption volontaire de grossesse est désormais légale et autorisée en République du Bénin lorsque la grossesse présente peut entraîner ou aggraver une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale chez la femme. Alors, de façon plus pratique, lorsque une femme se présente devant le médecin pour faire intervenir, on va dire, l'interruption volontaire de grossesse, quelles sont les conditions? Est-ce que l'auteur donc de la grossesse, son avis compte dans ce cas? Non, dans les dispositions prévues par la loi, l'auteur de grossesse n'a pas son avis avant que la femme ne puisse accéder au service d'interruption volontaire de grossesse. Les conditions sont celles que j'ai citées tantôt.
dans ces conditions, la loi demande à la femme, la loi autorise la femme à demander un service d'interruption volontaire de grossesse. D'accord, comme je le disais dans mon introduction, en dépit de l'effort du gouvernement, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui certaines femmes ou certaines filles à faire recours à ces pratiques dangereuses d'interruption volontaire de grossesse? Malheureusement, malgré ce cadre légal élargi, force est de constater que les femmes ont encore recours à la clandestinité et les raisons sont bien connues. C'est déjà le manque d'information. Les femmes ne sont pas suffisamment sensibilisées sur leurs droits sexuels et reproductifs. L'inaccessibilité de ces services de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les zones rurales. Et enfin, la pression sociale, le tabou social et la stigmatisation. La peur du regard social, la peur du jugement de l'entourage, la honte sont autant de raisons qui aujourd'hui poussent nos femmes à la clandestinité malgré ce cadre légal élargi et favorable. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet pourtant qui est une question donc de santé publique reste, on va dire, comme un tabou sous nos cieux? Pourquoi? Déjà à cause des normes sociales qui sont très conservatrices dans notre contexte, à cause également de tout ce qu'il y a comme représentation socio-culturelle et tout ce qu'il y a comme héritage culturel, la désinformation aussi. Alors, de toute l'évidence, ce sont des pratiques qui ne sont pas sans conséquences. Vous allez nous le confirmer. Quels sont les risques donc encourus en la matière? Alors, en cas d'avortement non sécurisé, les femmes encourent plusieurs risques, notamment sur le plan physique, le plan sanitaire physique ou sur le plan psychologique. Les risques sur le plan sanitaire sont nombreux. Ceux que nous identifions le plus souvent dans nos structures sanitaires sont les hémorragies qui, dans leur forme extrême, peuvent entraîner des anémies et même ôter la vie à ces femmes. Nous avons les infections qui peuvent entraîner la stérilité. Nous avons également les intoxications. Lorsque les méthodes d'avortement utilisées sont par exemple les décoctions abortives que les femmes prennent chez les bonnes dames. Et nous avons également des conséquences psychologiques comme la démence, la dépression. Les femmes peuvent même aller jusqu'à avoir un tétanos dans sa forme grave ou splanchnique. Et on parle de tétanos utérin. Lorsque, par exemple, les méthodes utilisées sont des objets tranchants pointus comme les fourchettes, les bois en fer ou les couteaux. Alors, que doivent faire justement les populations donc, sur leur droit à l'IVG dans les conditions légales? C'est tout simplement aller à la quête de la bonne information, se rapprocher des agents de santé ou de toute personne qualifiée pouvant leur procurer la bonne information, s'informer. Et quels sont, on va dire, les types de soutien psychologique et médical offerts aux femmes avant et même après l'IVG? Alors, avant l'interruption volontaire de grossesse, la femme bénéficie d'une consultation médicale qui va lui permettre d'avoir droit à un examen physique complet pour confirmer la grossesse, pour déterminer le thème de la grossesse, pour voir s'il y a des contre-indications au service qu'elle demande. Et elle va également avoir des bilans de santé pour s'assurer que le service peut être effectué dans les bonnes conditions. Ensuite, elle peut également bénéficier d'un soutien psychologique par des professionnels de santé qualifiés pour clarifier ses émotions et pour l'accompagner dans la prise de ses décisions. On parle souvent de soutien non directif, en ce sens que c'est un accompagnement qui respecte le choix de la femme et qui est sans pression et sans stigmatisation aucune. D'accord. Je rappelle que vous êtes médecin. Alors, quel rôle jouent justement les professionnels de la santé dans la mise en œuvre donc, de cette loi? C'est une très bonne question. Les professionnels de santé sont au cœur de la mise en œuvre de cette loi, en ce sens qu'ils ont le devoir et la responsabilité déjà d'informer la population en général, mais surtout les femmes sur leurs droits sexuels et reproductifs, de s'assurer que ces services sont octroyés, sont donnés aux femmes qui le demandent et au cas échéant de référer ces femmes vers des structures sanitaires légales et qualifiées. Et également, les professionnels de santé doivent s'assurer du suivi médical et psychologique avant et après le service, comme nous venons de le préciser. D'accord. Donc, après le nouveau cadre juridique, on va dire quels sont les prochains défis pour mieux protéger la femme?
Les prochains défis sont légion, c'est déjà sensibiliser l'opinion publique sur le bien fondé de cette loi et sur l'intérêt de ce service pour la santé de la femme. C'est également former les professionnels de santé pour s'assurer que lorsque les femmes vont demander ces services, qu'elles aient droit à un service de qualité, à des agents de qualité qui leur fournissent ce service, et c'est également assurer la disponibilité de ces services, notamment dans nos zones rurales. D'accord, on va finir peut-être avec votre message à l'endroit de toutes ces femmes et toutes ces filles qui ignorent encore leur droit à l'accès à l'avortement sécurisé. À l'endroit de toutes les femmes et de toutes les filles qui me suivent aujourd'hui, je voudrais dire que la loi nous tend véritablement la main depuis le 20 décembre 2021 en République du Bénin. Et grâce à cette loi, il est désormais possible pour vous, chères sœurs, de recourir à un service d'interruption volontaire de grossesse dans des conditions médicales, dans des conditions sécurisées et dans des structures sanitaires qualifiées. Alors n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à vous renseigner sur vos droits sexuels et reproductifs. Merci à vous, docteur Olivia Lucette Awanga. Vous êtes médecin. Merci pour ces précieux conseils. On va dire très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, le grand format va se poursuivre. Nous allons marquer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Ashombo Kanye Ashombo. Bonjour à toutes et à tous. Merci de retrouver la revue de presse. L'information majeure de la semaine est celle portant interpellation de deux proches du chef de l'État béninois. Et tandis que l'autre quotidien s'intéressait aux dits et non-dits de l'événement et attendait les clarifications de la justice, Bénin Intelligent relatait qu'un coup d'État a été déjoué. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Elom Metonu, a apporté des clarifications sur les raisons des interpellations d'Olivier Boko et Osvaldo Meki. Il s'agirait d'un complot de coup d'État déjoué. La Nouvelle Tribune expliquait que dès les premières heures du mardi 24 septembre 2024, plusieurs sources ont annoncé que le riche homme d'affaires béninois Olivier Boko, ami intime du président Talon, avait été enlevé par des individus non identifiés. Par la suite, d'autres publications sur les réseaux sociaux ont rapporté l'arrestation de l'ancien ministre Osvaldo Meki ainsi que celle d'un homme en uniforme. Des premières investigations éclairaient le matinal. Rapportant le procureur, il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Osvaldo Meki pour son propre compte et pour celui de Olivier Boko à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août 2024, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Bank Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de 105 millions de francs CFA. Fraternité ajoutait que pour achever de convaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard décomptés en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000. Cette somme, qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko, a été chargée dans un véhicule 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Osvaldo Meki et muni d'une fausse immatriculation. Pour le Soleil Bénin Info, l'événement suscite une vive inquiétude dans les milieux politiques et parmi les citoyens. Olivier Boko a été intercepté alors qu'il se rendait au domicile du chef de l'État. Le télégramme d'ajouter que parmi les proches du chef de l'État, Olivier Boko a été arrêté par des hommes armés et encagoulés à hauteur du ministère des Affaires étrangères aux alentours de 2 heures du matin le 24 septembre. Il est depuis détenu au secret, tout comme l'un de ses proches. Pour le potentiel, Olivier Boko, un dinosaure,
chute en plein vol. Matin libre de se demander si entre Talon et Boko, la ligne rouge est finalement franchie. Et pour témoigner leur solidarité, le matinal indiquait dans sa parution du vendredi que les partis politiques condamnent la tentative de coup d'État. Le journal citait alors le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, la Renaissance nationale de Claudina Fiavi Prudencio et Force Cori pour un Bénin émergent de Paul Humpé, des partis qui apportent leur soutien au gouvernement. Dans la suite, Fraternité informait que le gouvernement béninois réagit officiellement à la disparition de l'athlète Odile Avouanou. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Sports, Benoît Dato, et des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, ont annoncé le lundi 23 septembre 2024 les mesures prises par l'État pour retrouver la star internationale. Des services compétents du Bénin sont mobilisés pour localiser par tous les moyens l'athlète. Parallèlement, les services compétents de notre pays sont également mobilisés pour localiser par tous les moyens l'athlète béninoise et apporter à sa famille tout le soutien et l'aide nécessaires en cette période difficile, a indiqué le communiqué. Dans le secteur de la santé, la nation renseignait que les hôpitaux et centres de santé du Bénin vont mieux. En 8 années de gestion du pouvoir d'État, la gouvernance globale du secteur de la santé s'est beaucoup améliorée. Les établissements de santé ont bénéficié de nombreux équipements et infrastructures. Les ressources humaines ont été renforcées et leur formation accentuée. La coopération militaire entre le Bénin et la France faisait la une du quotidien Le Matinal qui rapportait que dans quelques semaines, le parc automobile de l'armée béninoise sera davantage renforcé avec l'acquisition de 15 nouveaux véhicules de l'avant blindé grâce à la coopération militaire entre le Bénin et la France. Cette nouvelle mesure vise à amplifier la lutte contre le terrorisme dans la région septentrionale du pays. Destinés au transport de troupes, 15 véhicules de type VAB seront mis à la disposition des forces armées béninoises dans quelques semaines. Dans les pêle-mêle, on pouvait lire avec La Nation que les journées vétérinaires du Bénin, première édition, se veulent une tribune pour mieux faire connaître les services rendus par le vétérinaire de par ses interventions dans les domaines de la santé animale, de la production animale, du contrôle des denrées alimentaires, de la formation et de la recherche. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. De ce fait, explique-t-il, les services vétérinaires nationaux permettent de préserver et de développer les ressources animales, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et de la faim. Fraternité soulignait que le gouvernement de la rupture intensifie sa lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Bénin à travers le décret du 11 septembre 2024 fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine. Le président de la République, Patrice Talon, ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Désormais, toutes les personnes élues à une fonction publique, les autorités nommées dans les fonctions de la chaîne des dépenses publiques, les magistrats et greffiers, les officiers de défense et de sécurité publique, les officiers responsables de l'administration des impôts, des douanes, des eaux, forêts et chasses affectés dans un poste de contrôle sont tenus de déclarer leurs biens à l'entrée et à la fin de leur fonction. L'hebdomadaire Vous dit tout s'est intéressé à l'interpellation de prostituées pour écrire que depuis quelques jours, les autorités politico-administratives des grandes villes du Bénin procèdent à l'arrestation des travailleurs du sexe, une opération dite de salubrité et de santé publique qui interroge à plusieurs égards et appelle quelques réflexions. Dès lors, que faire pour trouver un juste milieu afin d'éviter l'effet boomerang lié à une répression sauvage et sans concession? C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et
Monsieur, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec Béa, oui, ouais, dans ton. Gozi village, Boa, Kouton, Santanga. On démarre avec les arrestations de personnalités qui défraient l'actualité. L'ancien ministre béninois des Sports, Oswald Omeki, l'homme d'affaires Olivier Boko et le chef de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré ont été interpellés dans la nuit du lundi 23 au petit matin du mardi 24 septembre 2024. Selon Maître Ayodele Aounou, porte-parole des avocats, Olivier Boko se rendait sur invitation au domicile du président de la République aux environs de 23h47 quand il a été intercepté par des individus armés non identifiés et conduit vers une destination inconnue. L'ancien ministre Oswald Omeki, à qui on reproche des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, a été arrêté à son domicile en compagnie du chef de la garde républicaine, Dieudonné Tévo-Edré, et conduit à la brigade criminelle d'Agblongandan. Des numéraires ont été saisis après la perquisition au domicile de l'ancien ministre Oswald Omeki. Ce mercredi 25 septembre, Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a tenu un point de presse pour faire la lumière sur l'affaire impliquant l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Boko et proche du président de la République. Lors de cette sortie, le procureur a présenté des éléments clés de l'enquête. Selon le procureur, les événements ont commencé dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024 lorsque Omeki a été appréhendé alors qu'il tentait de transférer 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. D'après Mario Metonou, les premières investigations indiquent que Omeki aurait cherché à corrompre le commandant pour orchestrer un coup d'État prévu pour le 27 septembre 2024. Il a été révélé qu'un compte bancaire avait été ouvert le 6 août à la NCA Bank de Côte d'Ivoire au profit du commandant avec un solde initial de 105 millions de francs CFA. Pour renforcer leur influence sur le commandant, Omeki et Boko auraient remis une somme totale de 1,5 milliard de francs CFA en espèces, décomposés en 129 lots de 100 millions et 42 lots de 5 millions. Ce montant, mobilisé par Olivier Boko, a été chargé dans un véhicule de type 4x4 Toyota Prado appartenant à Omeki et muni de fausses plaques d'immatriculation. C'est lors de la remise de ce véhicule et de la somme d'argent que les autorités ont procédé à l'interpellation d'Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine, suivi peu après l'arrestation d'Olivier Boko. Mario Metonou a conclu en affirmant que l'enquête se poursuivait pour identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Il a promis de revenir avec plus d'informations sur l'évolution de cette procédure. Cette arrestation suscite beaucoup d'interrogations dans le rang des internautes qui n'ont pas manqué de réagir. Nous attendons la suite pour être bien au parfum des choses. Merci, monsieur le procureur de la République. Faisons confiance aux tests de la République et laissons la justice faire son travail. C'est du buzz pour donner de la visibilité politique à Olivier Boko comme l'a fait Yahi à Talon, commente un internaute. L'instabilité politique que les ennemis planifient contre le Bénin ne va jamais aboutir. Le président qui est démocratiquement élu doit aller jusqu'au bout de son mandat, avance un autre Facebooker. Talon ne dort pas, on dirait, hein? Il est toujours en éveil à 2 h du matin pour ordonner l'arrestation. Loin de là, le commandant de la garde républicaine faisait quoi dans le domicile de quelqu'un qui a démissionné sous le régime en place où lui, il est commandant à 2 h du matin? S'interroge celui-ci. Ces divergences au sommet de l'État ont probablement trait à la guerre de sécession qui agite le Bénin.
Bokor semble ne plus cacher son envie de succéder à Talon qui s'y est fermement opposé et l'a enjoint de cesser d'afficher leur ambition ou d'intriguer autour de sa succession, peut-on aussi lire sur la page d'un média. L'actualité sur le net, c'est également la séance plénière de ce lundi 23 septembre qui a permis aux députés de la 9e législature de désigner leurs représentants au sein du Conseil économique et social CES, aussi bien au plan national que départemental. Au niveau départemental, l'Assemblée nationale, tenant compte de sa configuration politique, a désigné 4 représentants par département, soit au total 48 personnalités et 3 autres personnalités au niveau national, soit au total 50 et un représentant pour l'Assemblée nationale. Les internautes ont massivement déploré le fait que ce soit uniquement les anciens députés qui ont été choisis. Il n'est pas temps de faire aussi la promotion des jeunes, pas toujours les mêmes personnes, les mêmes hommes et femmes depuis toujours, qu'ils soient mouvanciers ou opposants. Toujours les mêmes personnes, c'est pas normal. Dans la suite de l'actualité sur le net, un accident de la route s'est produit à Djougou. Un bus de transport en commun en provenance de Cotonou est entré en collision avec un camion stationné dans le même sens de circulation. 2 agents de la compagnie de transport ont malheureusement perdu la vie sur le coup. Plusieurs autres passagers ont été grièvement blessés et ont été évacués d'urgence au centre hospitalier départemental de Djougou pour y recevoir les soins nécessaires. Les internautes s'inquiètent et s'interrogent sur ces cas d'accidents répétés. Pourquoi ces genres de drames presque chaque week-end depuis un bon moment? Tout le monde sait que prendre un bus est dangereux. Il faut que les conducteurs et les agents de sécurité fassent bien leur travail. Faites une affiche à coller contre le mur en guise de sensibilisation contre les accidents de la route. Il était prévu au plus tard fin 2024 l'implantation des mini-stations d'essence de contrebande sur l'ensemble du territoire national. L'objectif visé à travers ce projet est de permettre aux acteurs de la filière de mener leur activité dans de conditions de sécurité. Engagement pris par le gouvernement le jour même de l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande à Semekrake dans la commune de Semepodji. Bilan 36 morts avec une vingtaine de blessés graves. Nous étions au soir du samedi 23 septembre 2023. Aujourd'hui, quelle est la situation? Pour le savoir, le grand format donne la parole aux bénéficiaires de ce projet par la voix du président de l'association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formels qui vient de nous rejoindre. Monsieur Henri Assoba, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer par savoir comment se porte votre filière aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'avoir pensé à nous de ce secteur. Chaque fois que Dieu fait, vous nous invitez de temps en temps à être informés de la situation de notre secteur. Merci. Je ne fais que à travers, au nom de tous les vendeurs d'essence, je vous dis merci. Et pas plus, pour ne pas trop tarder, je vais vous dire que le secteur se porte très bien. On n'a aucune difficulté. Et je vous l'avais toujours dit, depuis que le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir en 2016, nous n'avons connu aucune situation difficile, nous n'avons connu aucun acharnement dans notre secteur. C'est un secteur qui est quand même bien organisé par les autorités douanières qui nous aident à mieux s'organiser. D'accord. Et puis je le disais, après donc, ce drame que nous avons connu il y a un an à Semekrake, le gouvernement avait dit avoir commandé 5000 mini-stations, services qu'il doit mettre à votre disposition pour, on va dire, sécuriser aussi bien les acteurs que les usagers, vos clients. Aujourd'hui, quelle est la situation? Ok, et pour ça là, je tiens à remercier également le gouvernement pour cette initiative, parce que ça va permettre à la population de circuler en sécurité. Donc je lui dis merci et je vais vous dire simplement que cette distribution des mini-stations, ça évolue, parce que vous-même vous allez constater dans la ville
dans la 16e circonscription ici qu'il y a déjà quelques stations qui sont déjà plantées, qui sont déjà imposées, que ça marche. Et ils sont maintenant actuellement dans la 15e circonscription, c'est-à-dire à Papa. Donc ils sont en train de montrer les places aux gens et ça évolue. Je pense que d'ici, en tout cas vers la fin de cette année, je pense que ceux qui sont chargés, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit en avoir. Il y a des gens qui ne sont pas vendeurs d'essence et puis ils vont profiter de ça pour prendre. Donc en tant qu'acteurs, en tant que les responsables, nous connaissons ceux qui vendent réellement l'essence. Donc ceux qui vendent réellement l'essence et qui sont tenus à avoir, je pense que d'ici la fin de l'année, tout le monde sera bénéficiaire de cette mini-station. D'accord. Quels sont, on va dire, les critères définis justement pour bénéficier de cette mini-station? Oui, voilà, c'est ça que je vous ai dit. Tu dois être un vendeur d'essence reconnu par les responsables, c'est-à-dire reconnu par le président de chaque arrondissement. Parce que chaque arrondissement à Cotonou a son bureau. Donc si tu es vendeur d'essence dans un arrondissement, tu dois être reconnu par le bureau de l'arrondissement. Si tu es reconnu par le bureau d'arrondissement, tu auras ta mini-station si tu es bien placé, si tu es bien positionné. Voilà. Quels sont les avantages justement qu'offre ces mini-stations? Vous-même, le confort et tout, c'est tout? Non, mais ce n'est pas le confort. Ça assure déjà la sécurité de la population. Parce que vous savez, les bouteilles qui sont placées au bord des voies de façon anarchique, en désordre, un piéton peut tomber, non, pas un piéton, quelqu'un qui est sur sa moto et le poignard de problème, il dévie, vous voyez ce qui va se passer, non? Ou bien un véhicule qui a déraillé, vous voyez ce qui va se passer. Donc cette mini-station, c'est une très bonne chose qui va assurer la sécurité de la population du Bénin. Alors pour les quelques-unes qui sont déjà implantées à Cotonou, est-ce que véritablement elles sont fréquentées? Oui, elles sont fréquentées. Si vous passez, vous allez voir. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous allez les voir en train de vendre. Elles travaillent correctement. D'accord. En principe, ce projet devrait contribuer à faire disparaître, on va dire, les étalages donc au bord des rues que nous constatons. Après, on va dire près d'un an, donc ou bien près d'un an déjà de la mise en œuvre de ce projet. Est-ce que c'est le cas puisque nous continuons donc de voir ces étalages qui se multiplient au bord des rues? Bon, ça, on ne va pas refuser ça parce que vous savez, dans un pays, il y a toujours des gens mal intentionnés. Donc, ce que vous voyez en train de vendre. D'ailleurs, bon, les mini-stations ne sont pas déjà réparties sur toute l'étendue. Au moment où ce n'est pas encore réparti sur toute l'étendue, ce qui est sûr, on ne peut pas priver les gens de ne pas vendre et à ne pas manger. Donc, c'est quelques-uns, ceux qui ne sont pas encore bénéficiaires de ces mini-stations, je pense que ils vont toujours continuer à vendre de l'essence. Et je vais vous dire, dès que ça sera réparti sur toute l'étendue du territoire, je pense que sans rien vous dire, vous-même vous allez constater la disparition progressive des bouteilles au bord des voies. D'accord, on apprend que sur le terrain il y a des résistances, d'aucuns parlent même de vandalisme donc sur le terrain. Est-ce que vous avez ces informations? Vandalisme comment? Je ne comprends pas. Vandalisme sur quel point? Non, il y en a qui parlent de résistance, le domaine sur lequel on va installer les stations, peut-être des domaines privés et tout. Comment ça se passe? Est-ce qu'un domaine appartient à un individu? Tout domaine appartient à l'État. Oui. Donc si tu es là, si tu vends de l'essence là et on veut planter la mini-station, automatiquement c'est toi qui prends. C'est ça. Donc si on prend ça devant ta maison et que tu dis que non, si tu n'es pas vendeur d'essence, excusez-moi, et devant ta maison, c'est retenu qu'on doit planter ça là. Oui. Tu ne peux pas refuser, mais il y a certains, parce qu'ils ne sont pas vendeurs d'essence, si on veut imposer l'administration là, eux, ils s'opposent. Ce qui n'est pas normal, parce que la déventure appartient à la mairie, à l'État. Donc voilà des cas comme ça qui se passent, qui se posent. À Cotonou, précisément à Kpakpa, il y aurait peut-être donc des situations comme ça, qui a même dégénéré avec, on ne va pas donner le bilan ici, mais il y a quand même des situations déplorables à Kpakpa, des dépôts. Je ne sais pas si vous avez l'information. Que s'est-il passé? Non, moi je n'ai pas eu l'information parce que je suis un acteur incontournable dans le secteur, mais et la distribution de cette mini-station est octroyée à l'un de nos responsables.
Mais depuis qu'ils sont allés à Papa, je n'ai jamais appris qu'il y a une telle situation qui a dégénéré. Hein, sinon, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous avez l'information. Si vous avez l'information, vous pouvez me le dire, je vais voir. D'accord. Comment est-ce que votre association est impliquée justement dans la mise en œuvre de ce projet? Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit tout à l'heure que on est tous vendeurs d'essence. Mais cette distribution des mini-stations est octroyée à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vendeur d'essence qu'on a mis devant pour faire la répartition. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand c'est comme ça, en tant que transporteur ou bien en tant que responsable, je ne peux pas me dire maintenant que je serai obligé de voir ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est l'association qui a été mise en pied, sur pied, quand ils ont formé une association, on l'a minée. C'est une association qui nous fait les comptes rendus au jour le jour. Donc ce n'est pas qu'ils sont en train de travailler sans nous. Ce n'est pas qu'ils sont en train de travailler sans les transporteurs, ni les importateurs, ni les détaillants. Ils sont en collaboration directe avec nous. Et tous les jours que Dieu fait, s'il y a quelque chose, il nous informe. D'accord. Alors, cette filière emploie des milliers de citoyens béninois. En 2023, on parlait de 57 000 donc recensés par le gouvernement. Qu'en est-il de la question de la réinsertion ou de la reconversion proposée justement par le chef de l'État, Patrice Talon? C'est une question qui revient toujours. Oui, cette question va toujours revenir, mais je vais vous dire que ceux qui sont déjà diplômés, ceux qui ont déjà leur bac plus 4, plus 5, plus 7 là, est-ce que le chef de l'État lui a déjà tout trouvé? Il a déjà trouvé du travail dans les ministères ou bien dans les sociétés. Donc, vu tout ça, on ne peut pas dire maintenant que nous, en tant que vendeurs d'essence, le chef de l'État va nous trouver à faire. Je ne pense pas. Est-ce que tout au moins le projet Arche touche votre secteur? Ça touche notre secteur si et les autres qui sont vraiment diplômés ont trouvé à faire. Parce que là, on ne peut pas dire que le chef de l'État ne travaille pas ou bien on ne peut pas nous vendre des centres, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien, aller contre lui, non. Il doit finir d'abord ceux qui sont diplômés. Il y a des journalistes, des gens comme vous qui ont appris le journalisme, mais qui ne trouvent pas à faire, qui sont encore à la maison, qui passent dans des radios privées ou bien télévisions privées. Vous voyez tout ça, mais il n'a pas encore fini pour ceux-là. Et puis il va s'occuper de nous. Au moins nous sommes déjà dans l'informel. Il n'a qu'à nous excuser, on ne peut que vivre de ça. Nous sommes déjà dans ça et on trouve quelque chose à faire. Mais le moment venu où il va finir, le chef de l'État va finir, en tout cas le président de notre pays va finir avec les diplômés. Et il va dire maintenant que ceux qui sont dans l'informel, oui, on est prêt à aller à la reconversion. Vous ne vous plaignez pas d'ailleurs, hein? Vous qui ne vous plaignez pas d'ailleurs. Non, voilà, on ne se plaît pas. Donc à tout moment où il nous tend la main, le gouvernement nous tend la main, nous sommes prêts à aller à la reconversion parce que vous-même, vous le savez, c'est un secteur très très dangereux et c'est contre notre volonté qu'on est dans ce secteur. C'est parce qu'on n'a rien à trouver, on n'a trouvé rien à manger, rien à faire. Et autre chose à faire, c'est pour cela que nous sommes toujours dedans. Donc si on trouve un gouvernement, un chef de l'État qui nous tend la main pour nous aider à aller à la reconversion, c'est avec les bras ouverts qu'on va accepter. D'accord. La douane béninoise donc, a interdit le transport de l'essence de contrebande à moto, tricycle et voiture. C'est une décision que vous aviez saluée en son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pratique a cessé? Ça a cessé. Ça a cessé. Vous n'allez pas voir un camion ou bien une voiture remplie de l'essence en train de passer en pleine journée. Parce que pour ce projet ou bien ce comité, je pense que je suis le président de ce comité. Et pas comité organisé ou bien formé par l'ancien préfet du littoral, M. Touboula, dont je suis le président de ce comité. Et je vais vous dire que tous les jours que Dieu fait, on veille sur ça. À plus forte raison, avant de venir ici maintenant, moi, mon camion est tombé en panne à Porte-Nouveau et je ne l'ai pas fait rentrer à Cotonou. Je suis obligé de garer dans une vente. Et ce n'est qu'après 22 heures que je vais mettre ce camion sur la voie. Donc on s'est toujours respecté et on est tenu à respecter nous, vendeurs d'essence. Alors vous ne vous plaignez pas, vous l'avez dit, mais quelles sont aujourd'hui, on va dire, les difficultés auxquelles est confronté votre secteur?
Oui, ça c'est une très belle question. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est les autorités qui vont nous aider à régler. Parce que en ville maintenant, on a vu le nombre de personnes qui exercent cette activité, le nombre de personnes que certaines autorités ont mis dans cette activité, ça dépasse. Et je ne vais pas vous mentir, on est en train de se battre, on est en train de passer par les moyens pour se retrouver devant le chef de l'État un jour pour lui donner certaines explications, certaines informations, et il va nous aider à former un comité pour assainir le secteur. Parce que ce que les autorités, je vais dire les autorités, je ne vais pas aller trop loin parce que nous sommes sur un plateau, ce que les autorités ne savent pas, on ne peut pas organiser, on ne peut pas assainir ce secteur sans les acteurs. Sans nous, impossible d'assainir. Mais au moment où on va former, le chef de l'État va nous aider à former un comité pour assainir le secteur, je pense qu'ils auront un résultat appréciable. D'accord. Qu'en est-il de la question d'harmonisation, donc du prix de vente de l'essence, puisque parfois on va à 600 ici, de l'autre côté 650 et tout. Vous êtes le président donc de cette grosse association. Comment est-ce que vous organisez tout ça? Voilà, c'est de ça que je vous parle. En disant tout à l'heure que la douane seule ne peut pas faire le travail. Et donc, sans nous les acteurs, on ne peut pas réussir ça. Parce que c'est un secteur purement informel et chacun fait ce qu'il veut. Donc, sans avoir un comité en place, un comité appuyé par les forces de l'ordre, on ne peut pas harmoniser totalement le prix. Mais au moment où ils vont nous aider à former ce comité, je pense que ce que le comité a dit, un comité formé par les acteurs, les vrais acteurs, ce que le comité a donné comme instruction, je pense que ça sera respecté sur toute l'étendue du territoire. Et pour le moment, qu'est-ce que votre association fait? Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais la loi ne nous autorise pas à aller devant une maison, bien dans une maison, pour casser ou pour ramasser, c'est interdit. Et je pense que l'année passée, il y a le colonel Laourou, quand il était à la brigade mobile atlantique, il nous a aidés. Et puis on a formé une équipe, on travaille avec la douane. Je pense que ça a marché un peu. Mais après, bon, la douane aussi, il nous parle de personnel, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'équipe pour nous suivre. Et tout ça là a fait que tout est finalement, on a encore fini comme ça. Ouais, donc sans leur appui, voilà qu'on ne peut rien faire. Donc en toute sincérité, si l'État peut nous aider à former un comité avec nous et mettre les moyens, les forces de l'ordre à notre disposition, je pense que tout ira normalement. D'accord, on va finir avec votre mot à l'endroit de tous les acteurs justement donc de cette filière. Non, bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous nous faites. Et je remercie également le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Ce n'est pas que je suis en train de le flatter. Et je le remercie, il le mérite. Et je demande à tous les acteurs, ceux qui vendent de l'essence, transporteurs, importateurs et détaillants, et de prier pour cet homme, pour qu'il essaie de faire ce qu'il veut pour la nation béninoise. Et je demande également à tous les acteurs de ce secteur de respecter un peu ce que le gouvernement dit, c'est-à-dire de ne pas installer anarchiquement les bouteilles au bord des voies, les grandes voies, de respecter, de faire tout possible pour que le prix soit les mêmes un peu partout, afin que les stations aussi fassent des recettes. Parce que les stations, c'est des gens qui paient des impôts. C'est des gens qui ont recruté nos frères, nos soeurs, nos femmes. Et ils vont leur payer chaque fin du mois. Donc on doit faire de telle en sorte que le prix sera le même, un peu vers le prix de la station, et que ceux-là aussi fassent des recettes pour que tout le monde soit retrouvé dans le truc là. D'accord. Merci à vous, Monsieur Henri Asogba, président de l'Association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formels. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de quelques secondes et on revient pour la suite. Mesdames
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Gozi village, Boa Kouton, Santanga. Dernier rendez-vous de l'aventure grand format, c'est avec notre artiste de la semaine qui vient de s'installer. Joey Ozed, bonjour. Bonjour monsieur. Alors comment vous vous portez? Je vais très bien chez vous. Ça va? Ça va bien. Ça va, ça va. Bien, bien. Alors, Joey Ozed, c'est votre nom d'artiste. C'est quoi, ça veut dire quoi? Joey Ozed. Ce n'est rien que mon nom. Oui. OZ, c'est mon nom de famille qui signifie Onzo. Ok. Et Jo, c'est Joël. D'accord. Ah, ok, donc c'est la composition qui donne Joey OZ. Donc c'est Joël Onzo. Ok. Et moi je dis Jo OZ. Ok, super, super, super. Bienvenue sur le plateau du grand format. Ouais. Votre tout dernier morceau en date est sorti vendredi dernier. C'était à 18h sur le titre Noudé. Donc on va revenir sur ce morceau dans quelques instants. Mais avant, on va parler de votre entrée en musique. Vous avez une histoire derrière votre carrière musicale. Nous sommes en 2015 à Kétou, votre premier groupe de musiciens. Comment est-ce que vous l'avez intégré? D'abord, quel est le nom du groupe? Dans le temps, c'était Kif No Limit. Oui. Parce que, bon, c'était un groupe. Dans le temps, on étudiait tous. Oui. Donc, à l'école, comme d'habitude, lors des journées culturelles et tout, on nous appelle, on essaye d'interpréter mettre le show bon, un peu partout. Oui. Donc, du coup, dans le temps, c'était les Kif No Beats de la Côte d'Ivoire qui brillaient la toile. Donc, du coup, nous, on a inspiré d'eux, puis on a commencé. En dehors de vous, qui sont ceux qui composaient le groupe? Qui sont ceux qui composaient le groupe en dehors de vous? Nous étions 4. Qui Bon, aujourd'hui, maintenant, il n'y a que une seule personne qui sort la tête comme moi. Okay. Et lui, bon, il s'est introduit dans le Nigeria là-bas. Okay. On l'appelle Chesco. Il y a Chesco, c'est un artiste que toi. Oui. Il y a aussi Ismich, c'est un artiste que toi aussi. Bon, ils fréquentent tous le Nigeria. Ok, d'accord. Quelles sont les œuvres? Qu'est-ce que le groupe a fait? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec ce groupe-là? En dehors du show que vous mettez lors des journées culturelles. Dans le temps, on a essayé, mais on n'a pas pu. Bon, on n'a pas pu faire sortir quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il n'y avait pas les moyens et tout. Oui, donc, effectivement. Il y a aussi les cours. Vous amusez aussi, justement, par rapport aux cours. Comment est-ce que vous arrivez à concilier cette passion pour la musique et puis cette contrainte, cette obligation donc de réussir à l'école? On n'a pas le choix. Bon, comme bon, c'est déjà dans le sang, bon, on essaie tout à fait. Bon, on trouve des heures libres et puis on s'amuse, on se fait un peu de tout. Et qu'est-ce qui a cassé le groupe? Bon, disons c'est le manque de moyens. Oui. Carrément. Et puis bon, parmi nous, bon, déjà en classe de première, d'autres n'ont plus envie de continuer et tout. Oh, moi, je dois terminer, donc j'ai pas le choix. J'étais le seul à évoluer dans les études parmi eux. D'accord. Alors donc c'est après cette expérience que vous avez démarré, on va dire, une carrière solo, mais entre-temps vous avez vous êtes lancé dans la création de contenu web avec certains comédiens, c'est bien ça? Qui sont-ils? Bon, j'ai eu à fréquenter avec la majorité des influenceurs béninois. Parce que bon, j'ai commencé avec Timeni et c'est de là Manoton est arrivé. Il y a Toto, Abus, même Rico Dollar, genre un peu.
Un peu bon. Disons à peu près tous. On a eu à collaborer. Donc c'est une expérience qui va durer, on va dire à peu près 2 ans. Qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté? Au moins, puisque c'est en quelque sorte une parenthèse hein, entre cette aventure de musique et plutôt, qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, moi, bon, ça me distrait moi. Vous vous amusez avec... Bon, oui, c'est dans l'amusement que bon, les bonnes choses vont venir. Tout à fait. Pour le moment, je m'amuse d'abord. D'accord. Après cette parenthèse, vous allez relancer votre carrière musicale avec Ayapiano. Donc c'est un feat que vous avez réalisé avec Yeliano sur le titre Ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Oui. Justement, c'était la première signature portée jouée OZ. On va suivre une petite séquence avec la complicité de Augustin Vidécon et puis on revient pour en parler. OZ en tant que Jack. Il est noué, 229. Yenko ya. Usi numbulamu, usi danke keke, usi tibo jai, usi fidalita. Nga usi numbulamu, usi danke keke, usi tibo jai, usi fidalita. Mujaye mujete, nyurae wahala. Only one sort of me, aye mami kau. Muruwa, mufalu barika. Encore mi badu senda ou. Pechiwela, ne menez pas, nous beaucoup, n'oubliez pas, dominaku, minakwa poku. Pechiwela, ne menez pas, nous beaucoup, n'oubliez pas, dominaku, minakwa poku. Aussi numbulamu, c'est ma vie. Aussi dangue keke, c'est ma vie. Aussi tibo jaï, c'est ma vie. Aussi fidèle et pas, c'est ma vie. Aussi numbulamu, c'est ma vie. Aussi dangue keke, c'est ma vie. Aussi tibo jaï, c'est ma vie. Aussi fidèle et pas, c'est ma vie. Oh yo yo yo, aïe aïe aïe. 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 Yeah yo la wea, chobawa. Est-ce que hey yo la wea, chobawa. Dans whisky, dans vodka, des mes bibes dans mes nevis. Y'a le soeba, à Baché, on s'y noie abonnement de deux. À pas toi, on dit des flesses. Y'a que nous fait, tam tam. Y'a que nous tawe, fort. Y'a que nous chabi. À pas toi, on dit dit. Y'a que nous fait, tam tam. Y'a que nous tawe, fort. Y'a que nous aussi nous boulons, c'est ma vie. Aussi dingue que c'est ma vie. C'est ma vie, c'est le titre de ce feat réalisé par Yeliano avec Joey Osé, donc notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, d'abord parlez-nous de cette collaboration. Comment c'est venu? Bon, disons. C'est vous qui avez initié oui, c'est moi j'ai fait. Comment c'est arrivé? Oui, vous l'avez contacté. Écoutez, je vais faire un feat avec vous. Oui, d'abord il est à nous, bon. On est des frères, et puis on est tout ensemble. Donc du coup, quand le truc est venu, bon, je l'ai contacté, je lui ai dit bon, on essaie de faire quelque chose. Bon. C'est comme ça qu'on a fait sortir ça. D'accord. Des choses comme ça. C'est ma vie, quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire derrière? Ce n'est rien d'autre que bon, c'est ma vie. Je peux faire de moi, genre je peux boire l'alcool, boire tout ce que je veux. Si tu bois, tu vas mourir, tu ne bois pas, tu vas mourir. Donc fais ta vie comme tu veux. Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose, d'un fait et d'un vécu et tout? Qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord ce morceau et puis ce titre? Non, bon, personnellement, moi j'aime l'alcool. Et majorité des personnes, genre, presque tout le monde me connaît. Je suis Papa Vodi. Oui. Quand on me voit, c'est Vodi, on me voit. Ah bon? Je sors toujours avec Vodi, même si c'est dans la voiture là maintenant. Ah bon, ouais. D'accord. En tout cas, c'est votre style donc, de vie en tant qu'artiste. Cette première signature, comment est-ce que vos fans l'ont-elles accueilli? Bah, ils ont aimé ça. Quel est le retour que vous avez?
Au moins, bon, on a joué aux aides, c'est bon et tout. Qu'est-ce que... On a eu un peu de choqué, c'est un peu d'événements partout. Bon. C'est pas mal quand même. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez été satisfait quand vous avez vu le clip et tout? Est-ce que vous avez été satisfait? Ah oui, je suis satisfait parce que moi-même, je suis pas loin de mon réalisateur. Oui. C'est déjà mon frère qui est lui au Tubel. Et c'est le même, disons, notre réalisateur, c'est lui-même qui réalise les clips pour ça elle-même. Ok. Donc c'est notre frère, on est ensemble, on essaie de faire tout ensemble. D'accord. Donc c'est pas toute personne qui va quitter ailleurs et venir. D'accord. On est ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris de cette collaboration? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ouais. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon. Je ne sais pas comment dire, mais ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. D'accord. Alors, votre style musical ou votre genre musical, comment peut-on le définir? Vous êtes beaucoup plus dans quelle tendance? Bon, disons moi je suis polyvalent. C'est vrai que ça varie en fonction du projet. Oui. Vous êtes beaucoup plus... moi, je fais seulement ce qui vient dans ma tête. Je peux même faire Badia. Oui. Tout. Même si c'est Glédé, d'abord de chez moi, je vais le faire. D'accord. Alors, je ne sais pas, ce qui vient de ma tête, je fais ça. D'accord. Et de quoi parlez-vous généralement dans vos chansons? La vie, l'amour, la méchanceté, tout. De quoi parlez-vous? Un peu de tout. Ça dépend du moment. Bon, je sais pas, mais ça dépend du moment. Genre, des fois, c'est ce que tu vis, tu vas raconter. Oui. Des fois, bon, tu compares ou bien tu vois ce qui est dans la tendance. Est-ce qu'il vous arrive vous-même de raconter votre propre histoire dans vos chansons? Bon, on a eu à faire, mais c'était dans le temps. Comme il n'y avait pas les moyens, on n'a pas pu faire sortir ça. Bon, dans le temps, bon, c'était entre nos amis dans le temps. Donc, tout à fait. D'accord. Alors, on va dire que vous êtes presque au début donc, de votre carrière musicale. Quel est votre objectif? Quelles sont vos ambitions? Quelle est votre vision? Où voulez-vous aller? Là où la vie m'amène. Il faut fixer un objectif. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Bon, nous-mêmes, on ne peut rien sans Dieu. Tout ce que Dieu veut. Son choix, c'est mon choix. Donc, je ne peux rien dire. D'accord. Au Bénin, quels sont ces artistes qui vous inspirent, ces artistes à qui vous souhaitez ressembler peut-être d'ici quelques années? Est-ce qu'il y en a? Moi, je sais. Vous les observez, vous les connaissez, vous les fréquentez. Il y en a sans doute qui vous ont attiré quand vous avez commencé par vous intéresser à la musique. D'abord, je les aime tous, donc je peux rien dire quand même. Genre, je sais pas si ça devait quelque chose demain, on le voit. Donc, je sais pas dire là. D'accord. D'accord. Je l'avais annoncé au début de notre entretien, votre tout dernier morceau en date est sorti vendredi dernier, c'est à 18h. Le titre c'est Noudé. Oui, Noudé. On va sur une séquence. Et puis on revient pour en parler. Ouais. D'accord. On va sur Noudé, puis on revient sur ce plateau. OZ, en tant que Jabi Alpha Nulai, nous comptons moins que bon, y'a ma couille, vide, y'a notre travail. Quand on les nos zoomés, je m'en fous, dans ma tête c'est la zone. Tous les jours je gagne tant, et dans les délinquants, j'ai pas un lomo. Et mi homo lomo, et mi lomo logo. Mi note beaucoup, niveau j'ai la bonne. Et zéro à héros, évitez nos enfants. Oh, là, you know. Oh, les coco. Nandé, ouais, son bon, y'a fond, bon, en façon. Nandé, ouais, son bon, y'a fond, bon, en façon. Ayo, nitibé, ayo, mine. Oh, nitibé, mi Mr. Money. Oh, nitibé, oh, mi lotibé.
àlàáfíà èmi àlùbáríkà o. Kò sáfọ̀ pàtó sọ àwòdè tó 6 heures du matin kò jọ orí ọmọ ẹ̀ dènà yọ jẹun wẹ̀ dènà yọ jẹun wẹ̀. Kò sáfọ̀ pàtó sọ àwòdè tó 6 heures du matin kò jọ orí ọmọ ẹ̀ dènà yọ jẹun wẹ̀. Voilà donc pour ce titre Nodé, morceau sorti officiellement le vendredi 27 septembre 2024. C'est l'œuvre de notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Le clip est-il déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal? D'accord. Nodé, c'est quoi? Nodé, je suis devenu quelque chose. C'est quelque chose quoi. Oui. Quel est le message? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire dans le clip? Quel est le message que vous passez? Autrement dit, un avenir au fait. Je dis, bon, je remercie Dieu et puis je suis toujours en vie. Je lève les mains, je marche sur pied. Bon. Pour exprimer votre reconnaissance. Voilà, donc dans ma tête c'est l'argent et puis je dois me battre pour devenir quelque chose de vrai. D'accord. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui vous accompagnent dans votre carrière. Il y a Joseph Talé. Joseph Talé, c'est votre manager qui vous accompagne. La collaboration, comment ça se passe? Non, ça se passe très bien avec lui. Très bien. Il fait bien son travail. D'accord. Wow. Il n'y a pas de problème là. D'accord. Quels sont les projets que vous avez? C'est vrai qu'il y a un clip qui est sorti vendredi. La promotion va se poursuivre. En dehors de ça, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'il y a une collaboration? Non, il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préparez? Dites-nous tout. Ah oui, tout à fait. Ça serait une surprise pour vous. Ah non, dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous préparez? Ah non, ça serait une surprise. Et ça? Il y a même une collaboration qui est déjà conclue, mais d'ici quelques jours, vous allez découvrir. D'accord. Il n'y a pas de précision de période. Non, ça c'est une surprise. D'accord. En attendant la surprise, on va se séparer, peut-être nous rattraper d'ici quelques mois, dès que d'autres clips vont sortir. Est-ce qu'on peut se séparer avec la reprise donc, de ce morceau que nous avons suivi, Nodé, en acapella? Est-ce qu'on peut, tout à fait. On peut aller? Ouais. On y va. Alhamdulillah, nous comptons egbe, bonnement coup everyday yen on try. Quand elle nous zoome, je m'en fous dans ma tête c'est l'argent. Tous les jours je gagne temps, j'ai rien délinquant, j'ai ben on l'homme, et mi l'homme, et mi l'homme logo, mi non te beau combo niveau chenang bonvo, 2-0 à héros, everyday mon horse. Olowo la yémon, oli coco. D'accord. Joey OZ en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire bonne chance à vous. Merci. Une très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est le moment, c'est vrai que nous avons changé un peu d'ordre, c'est le moment donc de passer au décryptage de l'actualité nationale. L'invité média va s'installer dans quelques instants. Nous sommes ce dimanche avec Gabin Goubi, vous le savez, c'est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une Foumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Gozi village, Boa Kouton, Santanga.
Retour sur le plateau du grand format, c'est le moment de passer au peigne fin, les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Et il vient de s'installer, Gabin Goubé, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari, bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci d'être avec nous. On va commencer avec cette grosse actualité du moment, c'est cette tentative donc, de coup d'État qui visait donc, le chef de l'État Patrice Talon. Le procureur spécial de la Criette nous a donné quelques éléments d'appréciation de ce projet. Comment analysez-vous les faits, Gabin? Évidemment, la sortie médiatique du procureur de la République a permis aux uns aux autres de se faire une idée de ce qui était en train d'être préparé, ce qui avait été annoncé. Cette nouvelle qui a réveillé pratiquement tout le Bénin dans la matinée de ce mardi, le mardi dernier. Donc, la sortie du procureur a permis aux uns et aux autres de se faire une idée de ce qui était en cours de préparation, mais puisque le dossier est en instruction, même si le procureur semble avoir livré à l'opinion des moyens et des éléments plus ou moins concrets de ce qui était en cours de préparation, il va falloir attendre à ce que l'instruction qui serait en cours au niveau de la Cour de répression donc des infractions économiques et du terrorisme aboutisse et qu'on sache réellement si la culpabilité de ceux qui étaient impliqués, qui sont impliqués dans cette tentative de coup d'État là est établie. Donc je pense, puisque le dossier est en instruction, il faudra rester encore prudent, rester un peu, attendre que la justice puisse clarifier cette affaire-là pour qu'on sache réellement quelles conclusions tirer et à quoi s'en tenir. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette affaire, puisqu'il s'agit, en tout cas, selon le procureur spécial de la Criette, ce sont des proches du chef de l'État. Du coup, beaucoup se demandent sur les raisons qui pourraient amener ces personnalités à monter ce projet. Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus? Bon, vous savez, si on ne peut qu'analyser, subiter sur ce qui pourrait explorer la chose. Ce que beaucoup savent, c'est qu'il y a entre Patrice Talon et son allié, son ami de longue date, Olivier Bokor, qui serait impliqué, n'est-ce pas, dans cette tentative de coup d'État qui a été finalement déjouée. Il y a que les deux se sont brouillés un peu par rapport à cette question de succession de l'actuel chef de l'État. Et si je m'en tiens juste au propos du chef de l'État au cours de l'entretien qu'il a accordé à deux de nos confrères de la radio nationale en décembre 2023, il disait que lui, bon, il n'est pas au courant des intentions de son ami de lui succéder en 2026. Il y avait les sollicitations de candidature. Lui, il s'était montré assez réticent par rapport à cette initiative de Olivier Bokor. Du coup, les relations entre les deux hommes, pour ce que nous avons su, ne sont pas trop... enfin, ce n'est plutôt ce qu'on connaît où Patrice Talon, c'est un tandem qui est devenu fort. Du coup, il y a eu des bouleversements au plan politique pour ceux qui observent bien l'actualité. Donc, peut-être, beaucoup disent que c'est cette bruit-là, c'est-à-dire la tentative de coup d'État qui serait déjouée, l'un des corollaires de ce qui était de la bruit, de la mésintelligence donc qui s'est installée entre les deux hommes. Toujours est-il que tout ça reste à l'étape de soupçon ou même voilà, puisque les personnes mises en cause dans ce dossier sont jusque-là des présumés, donc auteurs de ce qui était en préparation. Comme je l'ai dit tantôt, il faudra attendre que le juge d'instruction livre les éléments plus tangibles au niveau de l'instruction qui est en cours pour qu'on puisse voir une fois encore si réellement les accusés sont établis comme étant coupables des faits qui leur sont reprochés. Et puis le procureur de la Criette a parlé d'ouverture d'un compte au nom du commandant de la garde
républicaine et puis ce communiqué donc, de la banque en Côte d'Ivoire donc, qui vient créer encore la confusion. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que dans tout cela, on se perd un peu par rapport à celui qui est en train de dire la vérité dans ce dossier. Le procureur spécial près la criette au cours donc, de son point de presse, de la déclaration qu'il a livrée à l'opinion, est quelque peu restée formelle sur l'ouverture de ce compte-là, qui a été même l'acte générateur de ce qui était en préparation. C'est-à-dire que un compte a été ouvert au nom du colonel Teouadjira, le commandant donc, de la garde républicaine, et on a même livré le montant initial. Dans ce compte-là a été approvisionné, on a parlé de 105 millions. Paf, le lendemain, c'est un démenti qu'on a de l'autre côté d'Abidjan. Toujours est-il que l'instruction se poursuit. On verra bien où est-ce que, comment est-ce que les choses se sont passées. D'autant plus qu'on apprend que le colonel Teouadjira dirait que même le compte d'assurance qui serait ouvert en son nom, qui n'a pas été au courant, c'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui a fait les formalités. Donc, qui a ouvert ce compte-là au niveau des livres de la NCA Abidjan. Donc, on attend de voir dans tous les cas, il y a beaucoup de flou autour de ce dossier. Donc, désormais, on verra bien où est-ce que la vérité se situe et l'opinion pourra véritablement tirer les conclusions. Et puis, les messages de condamnation et de soutien, peut-être donc dans les jours à venir, les marches de soutien, ça ressemble à déjà vu, non Évidemment, cette actualité nous replonge un peu dans les premières heures du second mandat, justement, de Boni Yayi. C'est pratiquement 12 ans ou 11 ans en arrière, dans les années 2012, où il y avait eu cette tentative de coup d'État. Dont Patrice Talon, l'actuel chef d'État, serait accusé d'être l'auteur. Et du coup, on a effectivement connu cette vague de compassion-là. Eh bien, je me dis ce qui se passe, bon, c'est peut-être normal, parce que vous savez, un coup d'État n'a jamais été une bonne nouvelle. Et il nous suffira juste de nous référer à ce qui se passe autour de nous, dans des pays aujourd'hui qui ont fait l'objet de coups d'État, et on se rend compte que bon, ce n'est pas la meilleure posture. Une remise en cause de l'ordre constitutionnel dans un État, c'est comme si vous repartez à zéro. Et donc, beaucoup redoutent les conséquences qu'il y aurait à l'occasion, n'est-ce pas, de ce putsch qui était en préparation. C'est pourquoi, justement, on condamne cela. Parce que, quel que soit ce qui se passe, je ne pense pas que ce soit la meilleure formule pour renverser un chef d'État. Surtout que le président actuel est en train de grainer, n'est-ce pas, les derniers mois de son second et dernier quinquennat. Donc, je pense qu'il faudra attendre à ce que cela aboutisse pour que l'on sache véritablement qui va le succéder. Dans tous les cas, le pouvoir est des sens unies. C'est vrai que c'est tentant et que, bon, on peut nourrir des velléités. Donc, on se donne les moyens tout simplement d'arriver au sommet de l'État sans envisager forcément une remise en cause de l'ordre constitutionnel qui met fin totalement à la dynamique en cours, puisque tout s'est bouleversé. L'Assemblée sera dissoute, le gouvernement sera remis en cause, et puis à l'extérieur, vous n'avez forcément pas une bonne image. Donc, les partis politiques condamnés, c'est vrai, mais qu'on évite également de faire dans la récupération politique, parce que ces fonctions politiques-là, qui sont totalement, qui se taisent par rapport à certains sujets. De montrer qu'on n'avait pas très voilà, j'ai vu même des anciens députés de la 8e législature, tout ça, qu'on évite de théâtraliser, n'est-ce pas, ce qui se passe. Et ça permet de se faire peut-être une santé au plan politique. Mais qu'on sache raison garder, étant donné que le dossier est toujours dans les mains de la justice. Oui, 1,5 milliard pour organiser un coup d'État dans un pays où les parents d'élèves ont du mal à acheter des fournitures scolaires, à payer du premier tranche donc à leurs enfants. C'est un paradoxe, non? Évidemment, bon, vous savez, j'entends souvent les Béninois dire que c'est quand même beaucoup d'argent. Et vous savez, c'est peut-être à la hauteur du risque que vont prendre ceux qui seraient à l'initiative de ce coup d'État. C'est vrai, aujourd'hui, celui qui a été approché comme ayant été associé au projet, c'est le commandant de la garde républicaine.
Et vous vous doutez bien que ce ne sera pas lui seul qui pourra faire un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est jamais l'affaire d'un seul officier. Donc il va peut-être convaincre des généraux de l'armée, d'autres personnes, enfin d'autres agents, sous-officiers et tout, pour que dès que le coup d'État aurait été formalisé, aurait été fait, on trouve quand même des gens pour bloquer l'aéroport, pour livrer des messages au niveau de la radio, prendre d'otage les médias publics. Donc c'est toute une équipe. Peut-être que les MLA 500 millions, c'est peut-être pour désintéresser ou pour, n'est-ce pas, intéresser tous ceux-là, pour remettre, n'est-ce pas, de soi tous ceux-là. Donc c'est quand même beaucoup, parce qu'on a dit que c'est pour vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, parce que le premier versement, si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à la déclaration du procureur près la Criette, le premier versement a été fait le 6 août 2024. Donc peut-être dans le temps, on a senti qu'il n'était pas déterminé à faire le coup d'État. Donc il faut peut-être augmenter la cagnotte, c'est peut-être ce qui a fait que c'est allé à 1 milliard 500 millions. Donc on attend toujours de voir si... Est-ce que cette affaire peut, on va dire, bouleverser le paysage politique au Bénin à quelques mois donc des élections générales? Absolument, absolument. Vous savez, Olivier Bokor, une brouille entre Olivier Bokor et Patrice Talon ne manquera pas d'avoir des conséquences. Et si cette affaire se confirme, c'est quand même plus de 2 décennies d'amitié qui sont ainsi brisées. Et Olivier Bokor, je ne vous le cache pas, vous savez sans doute que c'est l'un des pions aujourd'hui du système. Et il a été pratiquement, même si il n'a pas une fonction officielle dans l'appareil présidentiel, ou bien au pays, on sait qu'il est très influent, qu'il est parrain de beaucoup d'acteurs politiques. C'est quelqu'un qui est adoubé par une frange de la classe politique et qui a des relations avec même quand vous êtes parrain d'acteurs politiques, dès que vous êtes en difficulté, ils ne vont pas hésiter à vous lâcher au profit de Patrice Talon. Non, c'est pour vous dire que pour avoir été associé, n'est-ce pas, à la prise de certaines décisions, pour avoir été mis dans la mise en œuvre de tout ce qui a été projeté comme plan de développement. Donc Olivier Bokor a eu le temps d'asseoir un peu son réseau aussi d'amis, son cercle d'opérateurs économiques et tout. Et justement, j'apprends souvent que ce sont ces amis-là qui justement ont entrepris de faire de lui le dauphin potentiel de l'actuel président qui est là et qui dépense énormément dans ces mouvements de suscitation de candidature. Bon, c'est tout à fait normal. Après, se cracher, c'est avec l'homme, ils ont les intérêts. Et peut-être Patrice Talon se dit, bon, je lui ai confié des choses au plan politique, c'est lui qui s'est occupé des dossiers politiques. Et moi, je me suis occupé beaucoup plus de l'aspect technique, comment faire pour exécuter mon PAG. Mais en fait, je l'ai rendu peut-être beaucoup plus fort parce qu'aujourd'hui, bon, au niveau des 2 formations politiques soutenant les actions du chef de l'État et même au niveau d'autres partis politiques, fils, et puis il paraît que l'homme a sa renommée ou son estime au niveau des acteurs politiques monte de jour en jour. Bon, tout ça fait que, bon, est-ce que cela suffit pour que l'on puisse brouiller des relations, sacrifier des relations entre amis? Bon, le pouvoir, vous savez, c'est tentant, le pouvoir, c'est comme l'argent, ça peut diviser. Et justement, ça ne manquera pas. Pour Olivier Bokor et Patrice Talon, une brouille entre les deux, ne manquera pas d'avoir d'influence sur l'échiquier. Mais je pense qu'on va traverser tout ça parce que le Bénin est un pays qui est habitué à ce genre de crise. Et je pense qu'on va traverser ce tsunami-là sans forcément beaucoup de dégâts. Donc, les gens cessent de vendre la peur aux populations. Vous savez, le Béninois est souvent quelqu'un qui aime souvent alarmer autour de ce qui n'a pas sa raison d'être. Donc on cesse de s'émouvoir sur cette affaire-là. Moi j'ai foi que tout va se passer, que 2026 se passera dans les meilleures conditions et qu'on aura la tête de ce pays, celui qui le mérite. D'accord, on va parler maintenant de ce défilé des organisations fêtières de la presse béninoise au cabinet du président de la HAC, l'ODEM, le PMB, le CNPA et autres. Bonne collaboration en perspective avec la HAC? Oui, c'est déjà une très bonne chose que le président de l'institution ait reçu toutes ces fêtières, toutes ces associations,
toutes ces organisations-là qui régissent la presse aujourd'hui, parce qu'il est également un acteur clé de la famille, il est de l'univers, et puis il sait que sans ces associations-là, il ne pourra pas véritablement faire bouger les lignes. C'est bien de les écouter, de savoir aujourd'hui les problèmes, les maux dont la corporation souffre pour envisager une meilleure thérapie pour le rayonnement, n'est-ce pas, du corps et, n'est-ce pas, œuvrer à ce qu'on ait des entreprises de presse fortes et des professionnels des médias qui vivent réellement de leur métier. Donc c'est un bon pas, c'est un pas dans la bonne direction pour un début, parce qu'il faut bien entendu connaître ce qui se passe et savoir là où il faut mettre un coup de balai, faire les réformes pour que véritablement le blason de la presse béninoise soit redoré. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, notre corporation semble être l'une des plus oubliées de la République. Depuis que le chef de l'État est là, on a une corporation un peu mal organisée, ça je le dis malgré moi, mais c'est le constat. Mais trop mal organisée, on a une profession trop ouverte et n'importe qui rentre dedans et on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Même ceux qu'on appelle habituellement web activistes semblent prendre le dessus, donc on ne sait pas qui véritablement fait le tout cas. Je pense qu'il faut œuvrer à assainir un peu la corporation pour qu'elle... Et puis Edouard Loko qui promet justement de défendre la liberté de presse même contre la volonté des journalistes. Est-ce que vous y voyez un signal fort là? Non, c'est bien. Défendre la liberté de presse, c'est quelque chose qui est à saluer. Vous savez que dans les rapports de Reporters sans frontières, si on va peut-être une vingtaine d'années en arrière, on a dégringolé dans le classement mondial. Et c'est parce que justement, on a senti qu'il y a eu des violations de cette liberté de presse-là. Et la HAC a quelque peu, je le dis, failli sur ce plan. Vous savez, l'autorité de régulation des médias qu'elle a aujourd'hui a deux missions essentielles. Celle de réguler la profession, mais celle également de veiller à la protection de la liberté de presse. Et donc la HAC semble plus donner de relief au second volet de sa mission, au premier volet de sa mission, celle de réguler donc le monde des médias, plutôt que, n'est-ce pas, d'agir pour la protection, la garantie, n'est-ce pas, de la liberté de presse. Donc sur ce volet, c'est peut-être un coup de rattrapage que Edouard Loko veut opérer, et c'est tant mieux, justement, vivement que cela ne reste pas à l'étape d'annonce, mais que ce soit matérialisé par des hommes concrets, par des actes concrets, j'allais dire, pour que les journalistes ne travaillent pas à la peur au ventre, et la garantie que leur liberté, n'est-ce pas, est garantie, quel que soit le sujet dans lequel, quel que soit le sujet qu'ils abordent, bien entendu en respectant donc le code de déontologie. Justement, le code de déontologie, le président de la Sénat l'a dit, il ne suffit plus donc de respecter le code de déontologie dans l'exercice donc de cette corporation. Il faudra y ajouter du patriotisme. Qu'est-ce que vous entendez d'un journaliste patriote? Non, ce que j'ai compris de ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas travailler à vendre une mauvaise image du pays. Vous savez, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on dit, bon, on soutient peut-être des pays comme le Niger, le Mali, dans nos écrits, dans nos productions. On semble faire l'apologie de coups d'État. C'est comme si on a envie de ça également chez nous. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Ou bien l'actualité liée au terrorisme, on a une certaine plaisir à relayer le fait que nos soldats sont tombés sur le théâtre, enfin, dans leur stratégie de riposte contre les individus armés non identifiés qui opèrent dans la partie septentrionale du pays. Donc le journaliste doit savoir comment traiter ces informations aussi sensibles, parce que justement vous projetez une mauvaise image du pays. Les investisseurs que nous appelons à s'installer chez nous vont se dire, voilà, un pays, il n'y a pas trop la paix, il n'y a pas la stabilité, donc nous n'avons pas la garantie de ce que nos investissements seront sécurisés, étant donné que la sécurité du pays est menacée. Donc on veille quand même à faire en sorte que au-delà de tout ce que nous faisons comme article, comme reportage, comme production, l'on veille à ce que l'image du pays
ne soit terni. D'accord. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ce regard sur l'actualité. C'est moi. En tout cas, on continue de suivre cette grosse actualité qui nous dira sans doute beaucoup de choses. Hein. Tout à fait. On va continuer de suivre. Voilà. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 29 septembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Kenta, c'est à Agbaïzou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.